Bienvenue à Raconte-moi, les capsules de vulgarisation scientifique de Ressources aquatiques Québec. On est à l'Université du Québec à Chicoutimi pour parler de gestion de pêche et je ne suis pas scientifique. Mais je suis avec deux scientifiques, Juliette Rico et Henrique Pérez, doctorant en biologie à l'UQAC et membre du RAC. Merci d'être là. Avec plaisir. Merci à vous. La particularité de la pêche blanche au Saguenay, c'est qu'on peut y pêcher les poissons de fond. Mais dans le fond, c'est quoi le fond? C'est-à-dire que le fjord est composé de deux couches d'eau, une en surface qui vient du lac Saint-Jean et de tous les affluents, les rivières du Saguenay. Donc c'est une eau qui est chaude, qui est douce. Et en fait, en profondeur, au-delà des 10 mètres de profondeur, on va avoir de l'eau salée, froide, qui provient du Saint-Laurent. Et on va y retrouver surtout des espèces marines qui vont être pêchées à de très grandes profondeurs, 150 jusqu'à 200, plus de 210 mètres de fond. Donc c'est principalement dans cette couche d'eau-là que les pêcheurs vont aller chercher les poissons qui les intéressent. Ah, c'est intéressant ça. Ce serait quoi les poissons qui intéressent le plus les pêcheurs? Principalement, on a du sébasse atlantique qui est pêché ici. Après, on a plusieurs espèces de morue franche, morue polaire, morue augac, et également du flétan du Groenland, ou aussi flétan atlantique. Évidemment, quand on parle de chaîne alimentaire ou de chaîne trophique, on a les poissons d'eau douce, mais on a les poissons de fond, mais est-ce qu'il y a des poissons d'eau douce qui descendent ou des poissons de fond qui remontent? Est-ce qu'ils mangent la même affaire? En fait, ma question, c'est la même que quand j'écoute l'île de l'amour. Qui mange qui? C'est vrai que le fjord est un environnement mixte qui n'est pas retrouvé ailleurs comme dans le Saint-Laurent. Donc, on a quand même une délimitation très franche entre la couche de surface et la couche profonde. Donc, on pense qu'il y a quelques espèces qui vont faire la migration entre les deux. Qui supportent en fait cette différence de salinité et de température. Typiquement, l'éperlan arc-en-ciel est un poisson qui peut vivre dans les deux milieux, mais c'est vraiment pas le cas de tous. Et ça peut être un problème pour certaines en fait qui vont être bloquées, qui peut-être ont besoin d'aller à la surface, mais qui sont bloquées en fait à cause de la couche d'eau douce en surface. Donc si j'ai bien compris, évidemment on parle pas d'une chaîne alimentaire, mais plus d'un réseau alimentaire. En fait, le terme de chaîne alimentaire, c'est comme un vieux terme où on partait des producteurs primaires, tout ce qui est algues, phytoplancton, pour aller jusqu'au top prédateur, celui qui mange un peu tout, mais qui n'est mangé par personne. Sauf qu'en fait, c'est plus le cas. On parle de réseau parce que c'est comme un cycle, en fait. On part bien d'un producteur primaire, mais on n'a plus trop cette notion de top prédateur, puisqu'en fait, quand ces organismes-là vont mourir, leurs carcasses vont tomber au fond de l'eau. Et cela va en fait influencer, va nourrir tout l'écosystème qu'il y a au fond de l'eau. On n'a plus cette notion de linéarité en fait. Mais dans tout ça, paraîtrait qu'il y a quand même un plat préféré et c'est l'éperlan. Ça tombe bien, Henrique, c'est ton sujet de recherche. Oui, exactement. Donc les perlins, le capelin, les poissons fourrage, c'est ça, ils sont capables de manger les petits trucs du plancton puis du benthos. Ils sont assez petits pour manger ça. Ils sont assez gros pour être les proies des gros poissons piscivores qui sont pêchés dans le Saguenay. Puis moi, j'étudie justement la croissance de l'éperlan arc-en-ciel du Saguenay. Là, Henrique, j'ai une question. Comment on ausculte ça, un poisson? Je veux dire, si tu veux des informations, faut aller les chercher. T'as beau l'asseoir dans une chaise de psy pendant 2 heures pour qu'il parle d'une vieille relation avec un flétan du Groenland, ça jase pas fort, un éperlan. Comment on ausculte ça? Fait qu'il faut aller sur le terrain, les échantillonner. Donc l'année passée, on est allé plusieurs fois pendant l'été puis pendant l'automne pour les échantillonner avec un filet à plancton. Donc c'est des petites larves, des petites juvéniles qui sont dans la colonne d'eau. Là, on va aller chercher dans ces larves-là, dans leur tête, l'otolithe. C'est une petite concrétion calcaire qui se développe au fur et à mesure du développement du poisson. C'est comme une boîte noire des avions, parce que ça va enregistrer des moments de la vie du poisson. Donc, ça va, avec la croissance du poisson, ça va laisser des bandes de contraste journalières. Donc, on peut les compter pour savoir l'âge journalier du poisson, par exemple. Ou si on les mesure, un peu comme les cernes de croissance d'un arbre, on peut avoir une idée de la taille du corps de la larve puis du juvénile de poisson. Même ça, ces larves-là, t'es capable de retirer l'otolithe pour avoir des informations sur les premiers jours de leur vie. Ouais. Fait qu'on va aller chercher sous le microscope les petits otolithes de 10, 20, 30 micromètres. C'est comme un grain de poussière, là. Sous le microscope, on va aller extraire les otolithes.
Puis ils sont là depuis l'éclosion de la larve à partir de l'œuf. Juliette Rico, Enrique Pérez, merci beaucoup d'avoir été là, c'est super. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, on a appris que pour aider la gestion de la pêche blanche au Saguenay, on doit s'intéresser aux proies des poissons qui sont pêchés, comme les perlans, par exemple. Grâce à l'étude des otolithes de ces petits poissons, ça nous donne un paquet d'informations journalières, un peu comme si on étudiait la boîte noire d'un avion. Et grâce à ça, on a accès à un tas de données, comme l'âge, la croissance, les lieux fréquentés, son numéro d'assurance sociale, son horoscope, sa marque de voiture préférée, son chalet de prédilection dans le parc Forion, son allée préférée à l'épicerie, la 4, son nombre de grains de beauté, sa couleur de cheveux, est-ce qu'il aime vraiment ça, le pâté chinois? Qui est sa mère? Où sont-ils? Son plus haut score au quai? Sur quel cheval est le misé à l'hippodrome de Charlottetown? Son chalet de prédilection, Laurentide! Comprends vite, moi.